Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'info dans les Alpes. Au sommaire ce soir, la stupéfaction à Aix-les-Bains. Le deuxième auteur de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray serait un jeune résident de la commune. Un jeune homme de 19 ans qui habitait chez sa mère, dont le domicile a été perquisitionné cette nuit. Nous ferons le point sur l'enquête avec Bernard Portugal. De jeunes ingénieurs qui inventent les bateaux du futur. Cela se passe à Lausanne. C'est l'Hydro-Contest, un concours international pour stimuler la recherche dans le domaine des économies d'énergie. Enfin, nous monterons en alpage au-dessus de la Toussuire à la rencontre de chiens de berger italiens. Des chiens des Abruzzes, particulièrement efficaces dans la garde des troupeaux contre les attaques de loups. Des chiens qu'il faut savoir appréhender. Dans votre édition nationale, à 19h30, la sécurité est renforcée en France autour des lieux de culte, mais aussi pour tous les événements festifs cet été. Des mesures particulières ont été prises aux fêtes de Bayonne qui débutent aujourd'hui avec 1 million de personnes attendues. Le second assaillant de la prise d'otage de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray serait donc un jeune homme qui résidait à Aix-les-Bains. Âgé de seulement 19 ans, il résidait au domicile de sa mère, un appartement qui a été perquisitionné cette nuit par les policiers du RAID. On retrouve sur place Bernard Portugal. C'est une pièce d'identité retrouvée au domicile d'Adèle Kermiche, le premier tueur formellement identifié par les enquêteurs qui les a orientés vers Aix-les-Bains. Cette pièce d'identité appartient en effet à un jeune homme de 19 ans, domicilié dans un des quartiers de la ville, un quartier plutôt calme d'ailleurs. Et les policiers du RAID et de la BRI notamment ont donc effectué la nuit dernière une perquisition au domicile de la mère de ce jeune homme. Une perquisition qui a duré plusieurs heures. Les enquêteurs auraient saisi du matériel informatique. Quant à la mère du jeune homme, elle a fait part aux policiers de sa stupeur. Elle ne comprend pas comment son fils, qui avait passé l'an dernier un CAP dans le commerce et qui n'était pas connu des services de police, a pu se radicaliser aussi vite sans que personne ne se rende compte de rien. Et la question de la sécurisation des lieux de culte et de rassemblement est bien sûr à l'ordre du jour. À Ars-sur-Formand, dans l'Ain, des milliers de catholiques se rassembleront les 3 et 4 août prochains pour la célébration de la mort de leur saint patron, le saint patron des curés. Des mesures ont été prises bien sûr. Sophie Valzecchi et Sylvie Françoise. Ce matin, ces jeunes catholiques sud-américains ont investi la salle de prière qui jouxte la basilique. Aujourd'hui, de nombreux pèlerins viennent célébrer la mémoire de Jean-Marie Vianney, le saint patron des curés. Mais la semaine prochaine, ils seront des milliers à l'occasion de la fête du curé d'Ars. Compte tenu de la menace terroriste, le diocèse réfléchit à sécuriser le site. Nous avons une responsabilité de charité envers tous les pèlerins qui viennent. Et donc nous sommes tenus de faire tout ce que nous pouvons pour les mettre à l'aise, pour les rassurer et pour leur dire que c'est une fête, une grande fête. Pour le bon déroulement de cette fête, le centre d'Ars est traditionnellement interdit à la circulation. Mais cette année, les barrages installés à chaque entrée du village seront placés sous haute surveillance. Depuis les attentats de Nice et l'assassinat hier d'un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, les mesures de sécurité ont été revues. Un escadron de gendarmerie mobile, des réservistes et des agents de sécurité, au total 200 personnes seront sur le terrain. J'ai confiance au travail qui est effectué actuellement. Non, je ne suis pas en souci. On sait très bien que le risque zéro n'existe pas, puisqu'il peut y arriver éventuellement des problèmes. Mais je pense que ce qui est fait aujourd'hui est au niveau du besoin. Ars est un des lieux de culte les plus sensibles du département de l'Ain. Le village accueille chaque année près de 400 000 pèlerins. Cette histoire invraisemblable à lire sur notre site internet France 3 Alpes, des contrôles de sécurité ont été déclenchés ce matin à l'aéroport de Genève. Ils ont entraîné des retards à l'embarquement des passagers. En cause, une alerte à la bombe déclenchée par une habitante d'Annecy qui ne voulait pas que son mari prenne l'avion. En montagne, dans le massif du Mont Blanc, un alpiniste a trouvé la mort alors qu'il redescendait encordé de la voie normale de la Dent du Géant entre la Haute-Savoie et le Val d'Aoste. C'est l'un des sommets les plus fréquentés par les alpinistes. Un chantier spectaculaire de la SNCF sur la ligne Lyon-Chambéry, sur la commune de la Bridoire, en Savoie. Un viaduc vieux de plus d'1 siècle est remplacé par un ouvrage flambant neuf. Le chantier, qui dure 2 mois et demi, s'inscrit dans le programme de modernisation des voies ferrées de la région. Le reportage de Xavier Schmitt et Jean-Pierre Rivet. Il en a vu passer des trains, des milliers depuis sa construction en 1884.
Mais l'heure de la retraite a sonné. Le vieux viaduc doit laisser la place en rendant un dernier service. Il permet d'installer le nouvel ouvrage au-dessus du vide. On s'est servi de l'ancien viaduc comme avant-bec, donc comme support pour pouvoir avancer le nouveau tablier. Et on a réuni les deux opérations en une. On a profité d'une seule opération pour évacuer l'ancien et mettre le nouveau en place. C'est le passage de relais. L'ancien pont est séparé du nouveau. Ils ont un gabarit similaire, 75 mètres de long en 2 travées à 40 mètres au-dessus d'un torrent. Mais l'ancien est du même fer que la tour Eiffel et il est riveté. Le nouveau est en acier et il est soudé. C'est un chantier qui est grandiose et vu les performances des entreprises, c'est vrai qu'on est surpris de l'avancée des travaux. Ils ont, disons, des moyens qui sont vraiment extraordinaires. L'ouvrage, qui pèse 300 tonnes, est un maillon sensible de la ligne Lyon-Chambéry. Une ligne très fréquentée, mais à voie unique. La régénération du viaduc du Grenant s'inscrit dans le cadre de la modernisation et du renouvellement des infrastructures pour continuer à maintenir un niveau de sécurité et de régularité sur la ligne. Quant au vénérable viaduc, il est découpé en 4 tronçons. Voici le dernier acheminé tout doucement comme un convoi funèbre vers son terminus. Il avait fallu 3 années pour le construire. 132 ans plus tard, son successeur n'aura demandé que 10 semaines. Ces derniers jours, des scientifiques sud-africains ont réalisé au synchrotron de Grenoble une expérience exceptionnelle, le scan d'un squelette complet d'un jeune dinosaure vieux de 200 millions d'années, l'Heterodontosaurus tuki. Ce spécimen est le plus complet jamais découvert. Retour sur une fabuleuse découverte avec Isabelle Colbrand et Joël Serroni. Voici le fossile tel qu'il est arrivé à Grenoble il y a 6 jours. C'est la première fois que le synchrotron a la chance de pouvoir scanner un fossile complet de dinosaures. Et les informations recueillies sont importantes pour comprendre l'évolution de cette espèce. On a vu déjà que le crâne était préservé en 3D, ce qui est déjà très important. Ça nous permet de savoir que toutes les structures qu'on va observer ont leur forme originale, alors que plus souvent les fossiles peuvent être aplatis et on peut perdre une information de morphologie de tout ce qui est organe interne, comme le cerveau ou l'oreille interne. Autre information, il s'agit d'un petit dinosaure entre 1 mètre et 1,20 mètre. C'est un dinosaure qui mange des plantes. Il a des dents à l'arrière de sa mâchoire qui permettent de manger des plantes, mais il a aussi une canine assez proéminente qui est assez étrange. Donc on cherche déjà à comprendre par exemple comment il mangeait. Et ce qu'on veut regarder, c'est au niveau des os de la mâchoire. On peut trouver les endroits où les muscles s'attachaient et savoir s'il faisait juste avaler les plantes et digérer tous dans son estomac, ou est-ce qu'il mastiquait d'abord les plantes avant de les avaler. Alors question, pourquoi ce fossile découvert en 2005 en Afrique du Sud a-t-il quitté son pays pour les berges de l'Isère ? Ils ont essayé de le scanner avec une machine conventionnelle qu'ils ont à l'université du Witwatersrand à Johannesburg et les os étaient complètement invisibles. Donc c'est un cas classique en paléontologie parce que la densité des os fossiles est très proche de celle du sédiment et pour pouvoir surmonter ce problème, le synchrotron est idéal puisqu'il offre des paramètres qui permettent d'utiliser d'autres techniques et de surmonter ces problèmes de densité similaire. Donc c'est une chance qu'on a à l'ESRF, c'est qu'on a les meilleurs fossiles qui viennent à nous et on n'a même pas besoin d'aller dans les musées. Le travail n'est pas terminé, la phase d'acquisition par le scan étant l'opération la plus rapide. Il reste encore quelques semaines, voire quelques mois, pour reconstituer toutes ces données. Et c'est passionnant. Toute la semaine, les meilleures écoles d'ingénieurs du monde se donnent rendez-vous sur le bord du lac Léman pour l'Hydro Contest. Il s'agit du premier concours étudiant international dédié à l'efficience énergétique nautique et maritime ou comment imaginer la navigation de demain à échelle réduite. Le reportage de Serge Vorette et Christian Mathieu. Ils ont tout étudié sur ces protos, sauf peut-être l'esthétique et encore. Sous les tentes, du condensé de matière grise universitaire venu de Nantes, de Marseille, mais aussi d'Australie ou du Brésil. Ils planchent aujourd'hui sur la manière la plus rapide et la plus écologique de transporter 200 kg de marchandises dans cet océan de poche qu'est le Léman.
où l'idée d'un porte-container sous-marin fait surface. En fait, on n'a que cette surface de la coque qui va traîner et générer de la vague. Et puis les 200 kg qui sont dans la torpille viennent ici se loger sous l'eau. Et en fait, on a toute cette masse qui coule. Alors on a dimensionné la torpille pour que ça coule exactement comme on veut, en fonction des 200 kg. Et on n'a qu'une vague d'étrave qui est très très petite. Et puis ensuite, on a ici quelque chose qui est rond, donc qui est encore plus hydrodynamique. Les enjeux sont énormes. Le transport maritime représente la 5e pollution mondiale avec des flottes souvent vieillissantes. Il est donc temps de changer d'époque et peut-être aussi de matériaux. La fibre de lin est creuse, donc en fait elle est moins dense et donc plus légère. Alors c'est un matériau en fait entièrement recyclé, issu du coup des productions normandes, puisque nous sommes du Havre avec la majeure partie de la production de lin vient de Normandie. Top, tout droit. Vas-y, accélère. L'Hydrocontest ou la foire au savoir-faire du futur qui se prolonge même en soirée. Ils partagent leurs problématiques avec les autres et souvent, ce qui est très rigolo, c'est que quand ils font une présentation le soir, ils font leur conférence, ils s'aperçoivent qu'ils sont plusieurs à avoir fait la même erreur. Et là, d'un coup, on se rend compte qu'on est tous dans le même bateau et qu'au final, le fait de parler, ça évite qu'on fasse tous les mêmes bêtises. Hier soir, on a vu à 1h30 du matin une grande tablée avec je crois une dizaine de nationalités autour de la table. Ils partageaient tous les réglages des bateaux des uns et des autres et c'est exactement ce qu'on veut mettre en avant. En fait de compétition, il s'agit plutôt de coopétition, où tous ceux qui sont là ont déjà gagné, puisque l'Hydrocontest est aussi une vaste porte ouverte sur les acteurs de l'industrie maritime. Des bateaux propulsés maintenant à la force du courant et des bras. Les championnats de France de canoë-kayak ont débuté à Bourg-Saint-Maurice ce matin. Les cadets et les juniors passaient leur manche de qualification avant le grand spectacle ce week-end, dans un site idéal pour la pratique de cette discipline. Bernard Portugal et Frédéric Pasquet. Les eaux bouillonnantes de l'Isère, des vagues, des rouleaux, des rochers. Un décor magnifique pour l'un des plus beaux parcours de canoë-kayak au monde. Ce matin, ce sont les cadets et les juniors qui se sont jetés à l'eau. Et à Bourg-Saint-Maurice, la recette est simple, sensation forte garantie et adrénaline maximum. C'est un site sur lequel, lorsqu'on dessale, il y a les cailloux. Donc les cailloux, ça veut dire qu'il y a un peu plus d'appréhension avant de naviguer, avant de partir sur l'eau. C'est pas évident pour les jeunes athlètes que l'on voit partir derrière nous. C'est vrai qu'ils partent dans un bassin sur lequel ils vont avoir des rouleaux à affronter, des vagues beaucoup plus puissantes que ce que l'on peut avoir dans la plupart des bassins artificiels. Et là, ici, le stress, il est vraiment présent. Discipline olympique, le slalom est une épreuve très technique et très exigeante sur le plan physique. Une course contre la montre sur un parcours de près de 300 mètres. Ici, la moindre erreur d'appréciation peut coûter très cher. C'est vrai que pour aller naviguer sur ce bassin, il faut des heures d'entraînement. Je pense que les jeunes cadets ont beaucoup à faire face à ce genre de mouvement d'eau. Et l'Isère, elle est à la fois difficile, mais à la fois, ça a le côté magique parce que ça demande du temps avant de maîtriser ce genre de rivière. Mais quand on y arrive, c'est vraiment, on va dire, un accomplissement en tant que sportif et kayakiste. Jusqu'à dimanche, près de 600 athlètes vont s'affronter sur le stade de slalom de Bourg-Saint-Maurice. Quant aux meilleurs spécialistes tricolores, ils seront à Rio avec l'ambition de glaner plusieurs médailles en individuel et par équipe. C'est une question qui se pose sur tous les alpages de la région. Comment protéger les troupeaux des attaques de loups? Certains ont recours au fameux patou, des chiens venus des Pyrénées. En Maurienne, un éleveur lui préfère le berger des Abruzzes, un chien de protection très efficace, mais sous certaines conditions. Cédric Picot et Vincent Abron. Un éleveur à la rencontre de ses chiens de protection. Sur ces alpages, 4 sentinelles vivent en quasi-autonomie tout l'été. Elles veillent sur plusieurs centaines de brebis et d'agneaux. Venus des montagnes du centre de l'Italie, les bergers des Abruzzes sont nés pour protéger les troupeaux. Ils savent faire tout ça parce qu'ils ont été fixés sur les troupeaux depuis des milliers d'années. Donc cet instinct de protection du troupeau, comme ils sont très attachés au troupeau, ils vont forcément le développer à chaque fois qu'un chien étranger approche, à chaque fois qu'une bête fauve approche. C'est leur réflexe naturel, ils se mettent en action pour repousser, quoi. Jusqu'à 50 kg de muscles, des sens hyper développés, une redoutable capacité d'action. Les bergers des Abruzzes font front face aux loups. Ils savent aussi laisser passer les promeneurs sans les menacer.
J'ai gardé des chiens issus de parents qui étaient, je dirais, touristico-compatibles. Et c'est important parce que sinon on ne peut pas fonctionner. Parce que comme je vous l'ai expliqué, il faut quand même plusieurs chiens sur un troupeau. L'idéal c'est d'aller jusqu'à 4 chiens minimum, en comptant des chiens adultes. Hein. Et 4 chiens, s'ils sont mordeurs par rapport aux gens qui se promènent, bon, ben, c'est pas possible, hein. C'est la révolution dans le pays. Dans ce secteur de la Maurienne, le loup est partout. 5 meutes sévissent dans les massifs environnants. L'une d'entre elles évolue dans les bois, juste en contrebas de l'alpage, mais le grand canidé préfère éviter le secteur du berger des Abruzes. Il va occuper un territoire comme une meute de loups pourrait le faire et donc il va marquer le territoire. Et le loup déjà, ça va lui faire un frein à approcher, mais à condition qu'il y ait une meute, c'est-à-dire une meute hiérarchisée avec un mâle, une femelle, il faut au moins 4 à 5 bêtes, quoi. Et en dessous de ça, on reste juste sur le côté protection. Le loup attaque, j'essaye de faire ce que je peux, quoi. Alors que quand on arrive à mettre en place une meute, hein, le loup va la reconnaître en tant que telle et ça va déjà dissuader beaucoup plus. Mettre en place une meute de chiens pour contrer une meute de loups. Cela fait près de 20 ans que l'éleveur travaille cette méthode avec les bergers des Abruzes. Depuis, les attaques se font rares. Une recette efficace mais contraignante. Moi j'en ai 9, ça va à peu près, mais j'ai 9 chiens. Il faut bien comprendre qu'on a toujours plusieurs troupeaux. On a les béliers déjà qu'on met à part, hein, parce qu'on ne les met pas en lutte toute l'année. Donc il faut déjà peut-être 2 à 3 chiens que pour les béliers. Après il en faut 4 pour le gros du troupeau. Puis on peut avoir un autre troupeau qui est dans un autre stade de production avec des agneaux plus jeunes qu'on ne va pas mélanger. Il faut encore 3 ou 4 chiens. C'est pour ça que ce modèle, pour moi, on ne peut pas imaginer à l'avenir tout solutionner grâce à ça. Et néanmoins, s'il n'y a pas le chien, il n'y a rien qui marche. Le chien pour adapter l'élevage à la présence du loup. En Savoie, les attaques du grand canidé ont presque doublé en 3 ans. Depuis le début de l'année, il aurait déjà tué plus de 200 bêtes dans le département. Mais il n'a pas encore osé s'engager sur cet alpage bien gardé. Troisième volet maintenant dans les Alpes du Nord de la série sur les frontières de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. Le lac du Mont-Cenis sur la frontière franco-italienne. Et c'est en parapente que Françoise Gay et Gilles Ragry nous font découvrir ce site grandiose en Haute-Maurienne vanoise. Bienvenue sur les rives du lac du Mont-Cenis. Nous sommes à 2000 mètres d'altitude, nous sommes presque en Italie. Ce lac, c'est un lac artificiel, c'est le plus grand de Savoie. Et pour mieux le découvrir, nous vous proposons de prendre de la hauteur. Tu veux venir me voir? Tranquillement. J'aurais préféré te faire voler de l'autre côté avec du vent qui arrive de Lombardie, d'Italie, oui. Mais c'est pas le cas. Mais l'avantage qu'on va avoir là, c'est qu'on va avoir un super panorama. Une petite appréhension, mais beaucoup de confiance. Le lac, Philippe, moniteur de parapente, l'a survolé des centaines et des centaines de fois. À chaque fois, c'est un bonheur de survoler ce lac parce que déjà, l'eau, elle fait que de changer de couleur. Là, elle est un peu verte émeraude, des fois c'est turquoise. Alors là, tu as 320 millions de mètres cubes dans ce lac, une fois qu'il est bien rempli. Ça peut produire de l'électricité d'une ville comme Grenoble pendant 1 an. Là, les vaches, là, quand elles sont bien, tranquilles, elles passent tout l'été ici. Les vaches italiennes et françaises. On est à la frontière, faut pas l'oublier. Alors ce lac, je vous le disais, c'est un lac artificiel. Le barrage, quant à lui, a été construit dans les années 60. Une construction, vous vous en doutez bien, qui a totalement modifié le paysage. Déjà par rapport à la route principale, puisqu'on est en mi-chemin entre Paris et Rome, ça a noyé cette route, il a fallu tracer une autre route. Beaucoup de chalets d'alpage et l'agriculture qui était au fond du lac a disparu. Et ça a complètement transformé la pêche du Mont-Cenis aussi. La truite et l'omble chevalier, voilà ce que taquinent aujourd'hui les pêcheurs dans les eaux limpides du lac. Un lac exploité à la fois par les Italiens et les Français, mais situé entièrement en Maurienne, ce qui n'a pas toujours été le cas. Avant 1947, c'était ici l'Italie. Devinette, avant cet énorme volume d'eau artificielle, qu'il y avait-il?
Il y a effectivement un lac naturel que l'on peut voir essentiellement quand il y a des vidanges complètes comme cette année en 2016 du barrage actuel. Là, on a vraiment les limites du lac naturel. Il était vraiment très, très petit, hein, c'était 45 hectares. Le dimanche, ici, c'est l'invasion. Touristes savoyards en transhumance pour le marché de Suse, à une vingtaine de kilomètres, ou touristes italiens venus faire bronzette sur les rives du lac. Pour tous, la même admiration devant le jardin alpin. Mais comment font-ils pour l'entretenir à cette altitude? C'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup, voilà, la végétation elle pousse très vite, donc on n'a que 3 mois pour le faire. Il y a certaines plantes qu'on va ne retrouver pas forcément que sur le Mont-Cenis, mais en tous les cas dans le secteur. On a notamment une petite plante qui s'appelle la saponaire jaune, qui est endémique, qui va se trouver uniquement en Haute-Maurienne. Mais ce qui saute aux yeux, c'est ce drôle de bâtiment. À l'intérieur, une église et un musée où l'on peut tout apprendre sur le site. Mais pourquoi cette forme? Pourquoi une pyramide? Eh bien, l'époque de Napoléon, en hommage à ses troupes et ses campagnes en Égypte, il avait envisagé au Mont-Cenis une ville d'à peu près 5000 habitants avec une forme de pyramide, de panthéon à son centre. Ici, nous sommes quasiment en zone franche. Des deux côtés de la frontière, on porte les mêmes noms, Cimaz, Gravier, Burdin. Difficile de distinguer ce qui est italien de ce qui est français. Mais quelle que soit la nationalité, un commentaire unanime, c'est beau. Je vois cette vue tous les matins et tous les matins, je suis ravi. Et puis ce qui est top, c'est que je peux travailler en même temps au même endroit. C'est mon bureau aussi, quoi. Demain, nous redescendrons du lac du Mont-Cenis pour un autre site remarquable, les forts de l'Essaillon, toujours en Maurienne. Voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle ce qui a fait la une de ce journal. Le deuxième assaillant de l'attentat commis hier à l'église de Saint-Étienne du Rouvray serait un jeune homme résidant à Aix-les-Bains. Même si son identification formelle est toujours en cours, le domicile de sa mère a été perquisitionné la nuit dernière. Le jeune homme de 19 ans était totalement inconnu des services de police. Il menait, selon sa mère, une vie tout à fait normale. Elle est sans nouvelles de son fils depuis hier matin. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, votre agenda des festivals de l'été et votre édition nationale. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain, midi pile.